La parole est à Monsieur Paul Giacobbi du groupe 2RDP pour 10 minutes, Monsieur le député. Madame la Présidente, mes chers collègues, l'Alliance Atlantique a décidé, lors de son sommet de Chicago, que la totalité des forces qu'elle avait engagées militairement aurait quitté l'Afghanistan à la fin de l'année 2014. Ainsi que vous le savez, la France a décidé de retirer ses forces combattantes à la fin de l'année 2012, mais pour autant, pour nous comme pour d'autres nations de l'Alliance, la présence de personnels militaires et civils se prolongera dans ce pays et c'est l'objet de ce traité que de définir les objectifs et les conditions de cette coopération. À cet effet, les dispositions de ce traité sont classiques. Et sans qu'il soit utile d'une étude comparative, on les retrouverait sans doute au mot à mot dans bien des traités de ce type passés par la France avec des pays amis du monde entier. Mais ce qui n'est pas classique du tout dans cette affaire, c'est précisément l'Afghanistan. L'histoire de ce pays est telle que le mot de paix ne peut lui être appliqué, sauf peut-être pour une partie du siècle dernier, et encore avec beaucoup de nuances, sous le règne du regretté roi Zahir Shah. En tout cas, sur les 2000 dernières années, je crois que le mot de paix est tout de même un mot extrêmement difficile à employer pour ce pays. En tout cas, les 30 dernières années ont vu plusieurs guerres opposant dans des rapports complexes et évolutifs les différents peuples afghans, les tribus ou les factions et les forces directes ou indirectes des grandes puissances étrangères, sans évoquer l'argent venu successivement ou concurremment des pays arabes et de l'Occident, et du rôle complexe et paradoxal du Pakistan voisin, à qui l'Occident reproche aujourd'hui, sans doute à juste titre, d'avoir aidé les talibans, en oubliant tout de même que c'était à la demande expresse des États-Unis et avec son argent, du moins au début, que le Pakistan agissait. Au passage, je vous signale que dans la zone tribale du Pakistan et en Afghanistan, on dénombre de l'ordre de 400 ou 500 000 personnes d'origine de pays arabes ou de pays musulmans autres que l'Afghanistan ou le Pakistan et les voisins, et que ces gens, avec beaucoup d'argent, constituent un trouble considérable pour la paix. Nous nous trouvons donc dans une situation d'une rare complexité, à la confluence des intérêts divergents de grandes puissances géopolitiques ou financières, au cœur de conflits ethniques et de luttes d'influence culturelle et religieuse, dans une zone où se rencontrent les traditions indo-persanes, turco-mongoles et parfois plus récemment arabes. Cette complexité, cette implication des grandes puissances, cette fascination aussi pour ce pays singulier n'est pas nouvelle. Sans remonter à Alexandre le Grand, on rappellera utilement ce que fut le Great Game au XIXe siècle, c'est-à-dire la rivalité anglo-russe dans cette région, où l'influence du wahhabisme venu d'Arabie, pas encore saoudite, dès le début du XIXe siècle, dans la frontière du nord-ouest de l'Inde, telle qu'elle a été décrite dans le célèbre ouvrage de William Hunter, The Indian Musulmans, dès 1876. Aujourd'hui, les troupes occidentales se retirent, sans avoir véritablement pacifié le pays. Et si l'on se réfère aux critères classiques de maîtrise du terrain à la fin du combat, on peut dire que nous avons perdu cette guerre, puisque les troupes de la coalition ne tiennent que très imparfaitement une très petite partie du territoire, du moins du territoire utile de l'Afghanistan, pas de cette partie du territoire qui n'est peuplée que par les rapaces de haut vol et quelques animaux himalayens. Le gouvernement du pays n'a qu'une autorité très relative. Son comportement le prive de toute considération et c'est un euphémisme de la plus grande partie de la population. L'économie officielle du pays dépend essentiellement des dépenses des troupes étrangères sur place et de l'aide internationale. On estime que 95% et plus du PIB officiel public de l'Afghanistan, qui est de l'ordre de 15,7 milliards de dollars, provient de ces deux sources. Reste l'économie parallèle de la culture de l'opium, dont on rappellera que l'Afghanistan, ça a été dit, est de très loin le premier producteur mondial et presque le producteur dominant, avec de l'ordre de 90% de la production mondiale, en légère réduction d'ailleurs, mais pas pour des raisons honorables. Que deviendra l'aide internationale après le retrait? Sur le papier, elle se maintiendra à un niveau élevé, mais on peut en douter grandement pour des pays confrontés à la plus grave crise financière qu'ils aient jamais connue. De toute manière, dans le meilleur des cas, l'aide internationale ne remplacera pas
le même apport que constituaient les dépenses locales des troupes étrangères. Il faudrait, pour arriver à remplacer cela, probablement doubler l'aide internationale actuelle. Par ailleurs, les ethnies et les factions autres que Pashtun ont reconstitué une nouvelle alliance du Nord, avec notamment le frère du regretté commandant Massoud, avec également le général Dostom et un représentant de l'ethnie Hazara, tandis que des mouvements ou des milices anti-talibans se reforment, et que la rumeur se répand de négociations secrètes entre le gouvernement, le Pakistan, les États-Unis et les talibans. On est à l'évidence confronté au risque d'un effondrement plus ou moins rapide du régime, ou face au risque de la reconstitution d'une situation de guerre civile durable ressemblant étrangement à celle qui a précédé l'invasion des alliés occidentaux. Ce ne sont pas exactement les mêmes acteurs, beaucoup sont morts, mais on retrouve les noms, parfois les personnes, dans les différentes factions, en tout cas à la tête des différentes factions. Dans un tel contexte, les dispositions de ce traité peuvent paraître quelque peu irréelles. Sur le fond, il s'agit d'œuvrer au développement sous diverses formes et de former les forces armées et la police de ce pays. Sur le développement, sans être pessimiste, on peut imaginer un effondrement de la contribution globale de l'Occident, directement ou indirectement. En tout cas, une diminution drastique. Et on ne voit pas comment, de toute façon, ce pays pourra rapidement retrouver une autre voie de développement. Alors, il y a les mines, il y a des tas de choses, mais enfin, il ne faut tout de même pas exagérer. Beaucoup de pays et l'aide internationale ont essayé de développer les mines. Il y a de magnifiques mines de lapis-lazuli. Il y aurait, paraît-il, des hydrocarbures et des tas d'autres choses. Mais enfin, tout ça va quand même pas être simple, en tout cas pas rapide. Au passage, la production d'opium n'est même plus une solution, puisque les seigneurs de la guerre afghans ont déjà constaté il y a quelques années l'effondrement des cours de cette dernière denrée, imputable à la croissance effrénée de la production afghane, et en ont tiré les conséquences en contingentant la production. C'est pour ça qu'on est passé de 97% de la production mondiale à un peu moins au cours des dernières années. Pour la formation enfin des forces afghanes, je suppose que nous n'avons pas pour projet de leur apprendre l'art de la guerre, qui pratiquent depuis près de 3000 ans, avec à leur actif d'avoir combattu finalement durablement avec du succès contre Alexandre le Grand, Gengis Khan et leurs descendants respectifs, les Britanniques, les Soviétiques, et puis entre-temps quelques autres, dont les Iraniens, les Moghols de l'Inde et même les Bengalis. Quant à leur apprendre le droit universel, les procédures juridiques et ce qui va avec, c'est un projet louable qu'il faut tout de même relativiser, puisque les précités s'y sont essayés pendant quelques siècles chacun, avec les péripéties et les échecs finaux que l'on connaît. Jusqu'à plus ample informé, le seul code juridique qui s'applique aujourd'hui véritablement dans les zones tribales pashtunes, en Afghanistan, comme dans les FATA, c'est-à-dire les zones directement administrées, théoriquement administrées par le gouvernement central du Pakistan, reste ce que l'on appelle le Pashtunwali, c'est-à-dire l'équivalent local d'une sorte de Bushido japonais. L'excellent rapport de Michel Vauzel a évidemment pointé et analysé toutes les difficultés que je vous ai brièvement exposées. Et il l'a fait avec un esprit plus subtil et une présentation plus nuancée que la mienne, ce qui n'est d'ailleurs pas très difficile. Néanmoins, sa conclusion est d'une clarté limpide. Nous ne pourrons poursuivre l'action de coopération envisagée par ce traité que si la sécurité de nos coopérants est assurée. C'est la raison pour laquelle il demande ce que l'on ne saurait trop approuver, que la représentation nationale, et en particulier votre commission des affaires étrangères, continue à suivre cette affaire de près dans la durée. Suivant et faisant siennes les conclusions de ce rapport, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera en faveur de la ratification. Merci, monsieur le député.